Philippe veut intervenir. Les gars, juste pour dire, bon, premièrement, on a Sol Bergeron-Beauchemin. Ah, Sol! Oui, je suis un peu sous. Bienvenue dans le club. T'es pas le seul, mon gars. Je suis sûr qu'il y en a plein avec toi. En fait, je veux surtout pas vous péter la bulle D'accord. de notre discussion. Je veux juste comme ramener sur l'idée... Est-ce qu'on a 700 auditeurs encore avec Platon et Aristote et... Oui. Ah, ben c'est bon, vous êtes bon! Oui, en fait, je vais vous le dire, là, en ce moment, il y en a 6. Ah! Et voilà. Et voilà. C'est un signe, ça. Ah, 6, 6, 7, c'est bon. On est sauvés, mon cher. C'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux. 2021, les gars, je vais vous le dire, là, je pense que de tout le monde qui nous écoute, là, tous nos amis d'ailleurs, hein, c'est vraiment cool. Tout le monde est à la maison, ils nous écoutent, puis... Ils sont bons, vous êtes bons. On passe du bon. Ouais, on rigole. On prend un verre, puis Ben, on jase, ouais. puis on est nationaliste. Je suis allé voir ses feuilles, d'ailleurs. Ah ben oui, c'est terminé. C'est terminé. L'année 2020. Ah ouais, c'est derrière nous! On passe au nouveau monde! Je pense que d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé dans notre revue, Alexandre, mais parce que c'était la fin de ça. Oui. C'est la vaccination ou la thérapie. C'est vrai. Thérapie génique. Oui, d'accord. On a été pris un peu là-dedans. 2021, je pense. C'est généralisé. C'est l'année de ça. Dans le chat aussi. Ben oui. Le bolchevisme sanitaire. Ben, c'est-à-dire que 2021 va être caractérisé par le fameux pas vaccin. C'est-à-dire qu'on va nous dire, maintenant, j'ai même dans ma famille, on m'a dit, enfin, on va pas se faire vacciner puis voyager. Fait que c'est comme l'espèce de retour à une mondialisation heureuse qui voyage. Grâce Festive! Le mot festivus! Ben oui, mais Le mot festivus veut faire de la fête jusqu'à temps de crever. Mais grâce à un passeport sanitaire encore là, hein, on est clairement devant un nouveau monde. Là. Un nouveau paradigme. Oui, un nouveau paradigme d'ailleurs qui est intéressant parce que c'est une sorte de... On n'arrête pas de critiquer la Chine totalitaire, mais finalement on s'en rapproche de plus en plus. Tout à fait. Le passeport sanitaire, c'est ça en Chine. On va d'une région à l'autre avec un passeport. Et le crédit social. Et le crédit social. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas les directives gouvernementales, on va vous dénoncer à vos voisins, etc. Tout à fait. Ça fait penser finalement au régime bolchevique où on écoutait avec des stéthoscopes ce qui se disait dans la maison d'à côté pour être sûr qu'ils ne dénonçaient pas le régime. Tout à fait. Là, les gens en banlieue, ils regardaient à travers le rideau. Ah, il y a combien d'automobiles en face de mon voisin, etc., etc. Donc, voilà. On est passé quand même d'un stade, comme tu le disais, libéral, à la limite, crypto-communiste. Oui. Bon, évidemment, non, mais les gens, je sais qu'il y a des gens qui me font le reproche quand je dis bolchevisme sanitaire, qui me disent que c'est une expression trop dure, parce que finalement, il n'y a pas de goulag, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas d'assassinat politique, etc. Donc, le bolchevisme sanitaire, ça semble trop radical comme expression. C'est vrai, mais le bolchevisme, ça commence doucement. Et moi, je vais vous le dire, on vit, voilà, c'est ce que je crois, on vit un changement de paradigme. Et c'est là où l'aspect libéral, autoritaire, se conjugue avec une espèce de vision un peu utopique socialisante, d'un monde cosmopolite, comme tu dis, pour faire un lien avec la discussion qu'on a eue là précédemment entre le christianisme, la vocation universaliste de l'Occident, mondial. C'est-à-dire que là, pour se déplacer sur le plan international, il va falloir avoir cette espèce de passeport vaccinal qui va nous être imposé. Et cette espèce de désinvolture qu'on a connue entre, disons, les années 50 et les années 2020, je pense que c'est terminé. Je pense que là, on est rentré dans un autre monde totalement. Mais déjà, quand on parle aux gens de la génération de nos parents, par exemple... Oui, qui prenaient, ils fumaient dans les avions des années 70. Moi, mon père et ma mère me disent régulièrement que dans les années 50, 60, 70, 80, c'est la dernière grande décennie de liberté, semble avoir été celle des années 80. Parce que tes parents, dans les années 50, ils n'étaient pas vieux quand même. Non, ils n'étaient pas vieux. Non, c'était des enfants. Ouais. Mais dans les années 60, 70, 80, en tout cas 70, 80... évidemment, c'était un monde beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre que celui qu'on vit aujourd'hui. C'est clair. Parce que y a aussi, avec la technologie... Ah là, on tombe dans un truc que Sébastien aime bien. Heidegger. Oui, c'est ça. Bon, je veux pas... Bon, enfin, bref, vas-y, on va avoir cette discussion sur Heidegger une autre fois, mais... Oui, non, effectivement. Heidegger, donc Martin Heidegger. Peux-tu présenter Heidegger? Martin Heidegger, philosophe allemand, la première moitié du XXe siècle principalement. Philosophe qui a eu des accointances avec le nazisme, mais on ne réduira pas sa pensée à cela. Et même sa pensée peut même être considérée par sa critique de la technique
comme un peu anti-nazi. Oui, ben, c'est un peu le paradoxe d'Heidegger, c'est qu'on a envie de dire à Heidegger comment il est pas ne cohérent. vois-tu pas ou comment ne Oui. voyez-vous pas que le nazisme est l'incarnation de ce triomphe technique que Ouais. vous dénoncez. Mais parce que le nazisme est protéiforme. Moi, Oui, c'est tout ça à ma fait, réponse. Tout à fait, exactement. Parce que dans le nazisme, il y a quelque chose de l'ordre du retour à des valeurs traditionnelles, à l'Allemagne médiévale Oui, même. oui, tout à fait. Oui, oui. Et quand on voit Espèce des de- images, on comprend que les nazis ont su utiliser l'imaginaire allemand d'un retour à des sources germaniques. Donc, c'est ce qui fait qu'un type, je ne sais pas si on peut qualifier à l'égard de philosophe réactionnaire, mais en tout cas, un type En qui avait... quelque sorte, parce En qu'il quelque sorte. il y a une critique radicale de certaines évolutions de l'Occident, en tout cas. Et de la technique, Et de la technique. pouvait, comment je dirais, être séduit par certains aspects du national-socialisme allemand qui mettaient de l'avant la famille traditionnelle, l'agriculteur allemand, etc., même s'il était dans un super déploiement de la technique au niveau technologique. Donc, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, nous, on a, 70 ans de recul face à ce qui s'est passé entre 39 Oui, entre les années 30 en Allemagne. Donc, on peut se dire, ah oui, mais Heidegger, il est incohérent avec tel aspect du régime. Mais à l'époque, C'était pas aussi évident. C'était pas aussi non, évident. Tout à fait. Non, puis Heidegger était une forme d'accélérationniste, c'est-à-dire qu'il croyait au fait que avec le nazisme et ce que ça allait entraîner, il allait y avoir une sorte de cataclysme, on peut dire, qui allait tout remettre à zéro. mais il a raison. C'est-à-dire que... Ah oui, ça a eu lieu. Non, mais je veux dire, le bon. cataclysme, c'est la destruction de l'Occident. Oui, ça a eu lieu, oui. Non, mais c'est vrai, l'Europe a été détruite. Ah oui, L'Europe oui. est passée de pôle, finalement, de dominance mondiale à, finalement, une région plutôt soumise, soit aux Soviétiques, soit aux Américains. ouais. Donc, voilà. Donc, il a eu raison à certains plans, sauf que ça n'a pas été pour le mieux de l'humanité. Non, disons pas ça comme vraiment, ça. et certainement pas pour le mieux des Occidentaux. Non, et voilà. C'est Le ça, monde problème. post-hitlérien est un monde plutôt ténébreux pour les Occidentaux. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils revivent en permanence cette espèce de trauma de la guerre, Voilà. de la Seconde Guerre mondiale, bon, avec la culpabilité qui Exact. vient avec. Hein. On retombe dans cette espèce de péché. Là. Oui. Mais effectivement, Tu parlais de la technique, excuse-moi, oui. je t'ai coupé. Sur le vaccin, hein? Toujours. Oui, sur le vaccin. oui, sur le vaccin, c'est-à-dire que... Merci, Philippe. Oui, nous recentrer dans le débat. C'est-à-dire qu'effectivement... Non, vous voulez entendre parler du bolchevisme sanitaire, Oui. du vaccin. Nous, on vous parle d'Heidegger. C'est ça, mais on y ce que vient. On y On y vient. vient. Écoutez ce que Sébastien a à dire. On y vient parce qu'en fait, c'est toujours le problème de la technique, c'est qu'elle rend tout possible. Et les pouvoirs politiques, c'est un peu ce qu'on disait dans la dernière capsule qu'on avait faite avec Philippe, c'est que les pouvoirs Culture et politiques... société. Culture et société. Vous allez voir les Tout à capsules fait. de culture et société pour entendre Sébastien parler. Il faut en permanence que les pouvoirs politiques cherchent à contrôler les populations. Ça, c'est une permanence universelle de l'humanité. Parce C'était- qu'on veut éviter le plus possible... Alors, c'était plus vrai au Moyen Âge qu'à l'Antiquité. tout à fait. C'était plus vrai à l'ère, disons, de la Renaissance qu'au Moyen Âge. Uh-huh. Et c'est plus vrai à l'ère Ah, contemporaine oui. Tout à fait. qu'à la Renaissance. à Et fait. ça va être plus vrai à l'époque postmoderne que ce Tout l'était à fait. à l'ère contemporaine. Oui, Donc, c'est pour parce ça pour que- vous dire que... La technique, justement, permet de contrôler de plus en plus la population. Eh oui, vous êtes là sur YouTube, les gars. Ben oui. Mais ça veut dire que la NSA a votre identité. Ben oui, bien sûr. Juste moi, attends, mais C'est je veux juste clair. dire, juste moi, parce que j'ai un compte YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube de Nomos TV, je sais l'âge moyen des gens qui regardent Nomos TV, je sais votre sexe et je sais votre nationalité. C'est rien, ça. Je connais pas vos habitudes de consommation, etc. Mais inquiétez-vous pas, les GAFAM le savent, Ah oui, eux. c'est sûr. Comprenez? Bien sûr. Moi, j'ai accès à des données que YouTube, donc Google, me donne, ce qui est le strict minimum. Mais Google, c'est tout sur vous. Et vous êtes consentant. Vous êtes consentant. Et moi aussi, je suis Bien sûr, consentant. on est tous pris. avec On est ça. tous pris avec ça. C'est Je le ne suis propre pas de la là. technique, Je suis hein. pas là en train de vous pointer un doigt et de vous Oui, dire c'est un ah, vous êtes jugement. des imbéciles, etc. Ouais. C'est la même chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. J'ai mon nom. Pensez-vous que les services de renseignement canadiens ne savent pas qui je suis? Bien sûr que oui. Ils ont, je veux dire, tout le monde sait ce que je fais. Ils ont mon nom, ils ont mon adresse, ils ont ma situation familiale. Oui, oui, Je veux dire, ils savent tout sur nous, vous comprenez? Je veux dire, parfois, je parlais de choses avec ma conjointe et Google m'envoyait des annonces sur Ah oui, ce dont on a ça, c'est assez parlé. extraordinaire. C'est dingue, quoi. Oui. Le contrôle qu'ils ont tout ça. sur nos vies, ça n'a pas de sens. On est à un degré d'intrusion de l'intimité qui est fou, mais c'est parce qu'on y consent. C'est parce que je suis sur YouTube. J'ai fait une chaîne Web Télé Patriote. Vous comprenez? Je C'est-à-dire participe que- de ben ce oui. monde. Je ne suis pas un ermite hors du Non, non. monde.
Je suis avec vous dans ce bordel. Soyons très clairs. Je suis avec vous dans cette espèce de catastrophe Big Brother, totalitaire, heideggerienne. Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de cette dynamique-là. La technique nous instaure une forme de dynamique qui est plus forte que les individualités et qui va les dépasser et qui fait qu'on ne peut pas vraiment s'en sortir. D'ailleurs, Heidegger lui-même, quand on lui demandait, on lui disait « mais bon, vous faites un constat épouvantable. Comment faire? Comment faire? Comment s'en sortir ?» Et lui disait bah, « à part un Dieu, je ne vois pas trop. » Ah! Il est bon, Heidegger. D'ailleurs, Heidegger, est-ce que je me trompe si Heidegger s'est pas converti au catholicisme à la fin de sa vie? Non, Heidegger a toujours été catholique. Il vient d'une famille catholique. Ah! C'est un Allemand catholique. Ouais, Parce tout que à vous fait. savez, l'Allemagne, le Nord est plutôt protestant, le Sud est plutôt catholique. Est-ce que... Plutôt Alors, Ernst Junger, je pense qu'il s'est converti. Ernst Junger s'est converti. Si je ne m'abuse. Ouais, les Allemands, on les aime. Grand peuple, même s'ils sont un peu bizarres parfois. Non, mais c'est des types bizarres, mais ils produisent des grands penseurs. Kant, indéniablement. Donc, Heidegger, mais est-ce que tu penses d'ailleurs, alors je vais faire un peu de catho-triomphalisme, excusez-moi, c'est comme ça, c'est mon petit côté catho-triomphaliste. Est-ce que tu penses que la puissance de la pensée d'Heidegger vient pas notamment de son catholicisme, de son fond catholique, c'est-à-dire le fait de pouvoir penser de manière holistique, contrairement aux putains de protestants qui sont des individualistes? Oui, bah, c'est-à-dire que je pense que surtout, il a, par le biais de son catholicisme, il ne tombe pas dans les dérives potentielles du protestantisme que tu notes, Ouais. et notamment dans son rapport à la métaphysique. Non, écoute, tu as été un bon viseur de champagne. C'est bon. J'ai passé de barman. Oui, c'est ça. Ah, Philippe en veut aussi. Ah, ben c'est ça, oui, tout le monde. Tout le monde veut sa dose. C'est bon. On a le droit de boire à l'UQAM. Ben oui! sûr, hein. Le recteur de l'UQAM nous donne... Tu donnes la permission. Dans le sous-sol de l'UQAM, on a le droit de boire du Bien sûr. champagne. Non, effectivement, je pense que, est-ce que ça vient de son catholicisme? Je ne sais pas, lui-même, Heidegger avait un rapport assez complexe Ambigu. au catholicisme. Oui, évidemment. Il a été un grand triomphaliste catholique dans sa jeunesse, C'est pas étonnant. pour avoir ensuite un rapport recul. un peu plus, un rapport un peu plus distancé. Heidegger fait une grande critique. Évidemment, ici, on ne peut pas en 5 minutes résumer la pensée d'Heidegger. Donc, on veut mais- la critique en 5 minutes Oui, du c'est catholicisme ça, heideggerien. du catholicisme heideggerien. Il fait une grande critique de la métaphysique occidentale. Et il pointe le catholicisme comme étant Oui, une en des partie, mais Pas même les uniquement. Grecs, en fait, entre guillemets. Ah ouais, mais là, il si voit les- le problème non, mais là- un peu des causes. Grecs. Ouais, mais d'accord, non, mais je veux dire, est-ce C'est qu'on un- n'en vient pas au nihilisme avec ça? C'est-à-dire, Non. les Grecs sont dans le tort, les catholiques sont dans... Bon, ben là, il reste plus rien, quoi. Non, en Si tout les cas, chrétiens c'est sont ça. dans le tort, les Oui, Grecs de c'est l'Antiquité ça. sont dans le tort, il n'y a plus personne qui a Non, raison. il pointe certains, en tout cas, certains mouvements de la pensée Ouais, grecque, d'accord. qui est évidemment une époque où il y a eu de nombreux courants et qu'on tend à réduire comme s'il y avait une espèce de seule et unique vision grecque, ce qui ne veut pas dire grand-chose, et lui pointe du doigt les dérives qu'il pense voir venir de là, et d'autres, évidemment, au contraire, il les encense. Donc, en fait, c'est un peu double. Ouais. Mais effectivement, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que le catholicisme d'Heidegger l'aide énormément à voir des choses que potentiellement dans le monde protestant, on ne voit pas nécessairement. Oui. Parce que le monde protestant, D'accord. c'est aussi une forme d'évangile de la prospérité, Ouais. ce que Heidegger appelait la pensée calculante, hein, le fait qu'on soit tout le temps Donc- dans le calcul, Donc, techniciste. donc techniciste. Donc, qui est un peu la Le règne du matrice, nombre. la matrice du grand remplacement aussi. Ah, ben oui, bien sûr, tout à fait. Parce que le Tout protestantisme, à fait. avec sa vision purement, je dirais, individualiste, qui fait en sorte que le salut humain ne passe que par l'économie, c'est de la réussite matérielle, vu qu'on a rejeté l'institution qui était l'Église qui pouvait nous donner le salut. La seule chose qui est la manifestation de notre salut, c'est finalement notre bien-être terrestre, c'est-à-dire au fond, le fric qu'on fait, en gros. Hein? Notre réussite économique conditionne un peu notre réussite dans l'au-delà. Céleste. Exactement. Notre réussite économique conditionne notre réussite céleste. Et donc, ça amène à une vision du monde strictement économique, ce qui fait en sorte qu'entre l'Africain qui est payé à bas salaire et finalement le Canadien français qui demande un plus haut salaire parce qu'il a finalement une vision de sa vie, disons, plus élevée que l'Africain, ben, on va choisir l'Africain et on veut en faire venir des milliers pour faire pression sur le bas salaire. Donc, cette vision purement économiciste de l'homme qui naît
qu'une unité économique issue du monde protestant, ça favorise finalement la vision du grand remplacement, parce qu'on ne voit que les hommes que comme des unités économiques. Donc le protestantisme, en quelque sorte, par sa tendance à l'homo economicus, à ne voir l'homme que comme une unité économique, on abolit tout l'aspect culturel de la chose. L'homo economicus, c'est une sorte de, on pourrait dire, de... Et d'ailleurs, qui est repris par les marxistes. Bien Parce sûr. que les marxistes Bien sûr. ne voient l'homme que comme une unité économique. L'homme qui n'est pas aliéné par Marx, selon Marx, c'est un homme qui n'a pas de culture. Parce que pour lui, la culture, c'est au fond une forme d'aliénation, en quelque part. Il est purement dans un rapport culturel. La culture bourgeoise. Oui, mais la culture bourgeoise, c'est la culture, en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est la culture qui nous donne accès non seulement à l'universel, mais à un enracinement. Donc, toute forme de critique marxienne ou marxiste de l'aliénation, c'est une culture de l'homo economicus, parce que l'homme qui n'est pas strictement un résidu de sa fonction économique est aliéné par la religion, par son conditionnement sociologique, par son conditionnement culturel, dont il faudrait qu'il se débarrasse d'un point de vue marxiste. Oui, d'ailleurs, Marx fait l'éloge du prolétaire. Hein. Il ne dit pas qu'il faut sortir du monde économique. Hein. Il fait l'éloge du prolétaire. Mais en fait, l'homo economicus est une forme de perversion, de vertu chrétienne devenue folle de l'universalisme. C'est-à-dire que l'homo economicus... Oui, bien sûr, protestante, tout à fait. En tout cas, pour moi. Mais l'homo economicus est une vision universaliste, en quelque sorte. Parce qu'à partir du moment où on voit les hommes comme des travailleurs, hein, des producteurs, effectivement, on peut avoir une vision universelle. Parce que le Chinois, le Soudanais et le Suédois peuvent tous les trois être des producteurs. C'est là où, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est là où les gauchistes ont tort en disant le racisme va forcément avec le capitalisme. C'est l'inverse. Le capitalisme ne fait pas de différence entre les races, puisque pour lui, l'Africain qui est à bas salaire, il s'en fout. L'islamiste, s'il consomme, s'il fait augmenter le PIB de ma nation, il est bon. Pourquoi vous avez un problème avec les islamistes? Tout à fait. Ça pose pas de problème. Il augmente le PIB, il fait des commerces, il vend des kebabs. C'était d'ailleurs ce que disait, comment s'appelle ce Donc, on peut faire venir des trilliards d'islamistes au Québec. Comment s'appelle c'est pas un premier problème. ministre québécois, Lucien Bouchard, c'est ça? Lucien Bouchard a dit ça. Une femme voilée, c'est pas un problème. Une femme en niqab. Une femme en niqab. Une femme en niqab, c'est pas un problème. À partir du moment où je peux commercer avec elle. C'est une vision strictement... Les choses sont dites. Ouais. C'est l'homo economicus. Lucien Bouchard a dit ça. Hein? Oui, c'est ça, comme dit, tout à fait. Oui, c'est ça. Il faudrait retrouver la citation. Je suis à peu près sûr de ce que je dis. Oui, c'est assez fascinant. Donc effectivement, non, le capitalisme ne peut en aucun cas être un instrument du racisme. Au contraire. D'ailleurs, dans les grandes écoles de commerce, d'ailleurs, les on est États-Unis particulièrement ouverts, bien évidemment. Ouais. C'est une évidence. Parce que pour eux, la culture n'a pas d'impact. Non. La culture n'a pas d'impact parce qu'on est juste dans une lecture strictement homo-économique. L'homme n'est qu'une unité économique. Et c'est là où les libéraux... Et c'est simplement pour vous dire, pour faire un retour là-dessus, que les libéraux et les marxistes peuvent avoir exactement la même lecture de l'homme. Tout à fait. Ils ont la même vision du monde, c'est simplement qu'ils ne la voient pas du point de vue de la même classe sociale. C'est ça, exactement. Le marxiste le voit du point de vue du prolétaire, le libéral le voit du point de vue de l'entrepreneur. De la bourgeoisie. Grosso modo. Voilà, ou en tout cas de l'entrepreneur. Oui, en tout cas de l'entrepreneur, disons. La bourgeoisie au sens large. C'est ça. Les gens qui contrôlent les moyens de production, pour le dire dans des termes marxistes, marxiens.